Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit fin février, début mars que j'allais rattraper mon retard de dernière lecture et que je serais à jour pour mars et que tout serait absolument formidable. Force est de constater que ça n'a pas du tout été le cas puisqu'on est déjà début avril et que je ne vous ai présenté quasiment aucune des lectures que j'ai fait en mars, si ce n'est celle de tout début pour le défi lecture et celle que j'ai fait à l'occasion des vlogs mars où je vous en ai parlé un petit peu au fur et à mesure. Du coup j'ai pas mal de lectures à vous présenter puisque si vous avez vu mon bilan wrap-up du mois de mars, vous savez que j'ai lu 23 livres. Donc j'ai du pain sur la planche clairement pour vous parler de tout ça. Mais on va commencer tranquillement aujourd'hui et si je me débrouille bien et si je me suis pas trompée dans mes calculs, il me restera une dernière lecture à vous faire pour vous parler des lectures restantes que je n'aurais pas abordées aujourd'hui ou dans les vlogs mars et autres vlogs dont je vous ai parlé précédemment. Bref, je vais donc encore une fois vous parler de 6 romans aujourd'hui pour essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Je pense que ça va aller relativement vite pour certaines de ces lectures, mais on verra bien et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par une lecture commune qui vont représenter à peu près la moitié des lectures que je vais vous présenter aujourd'hui. Cela étant dit, j'ai fait pas moins de 6 lectures communes au mois de mars, donc c'est assez logique finalement. Et la première a été très chouette puisqu'il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo, qui est un premier tome de duologie que j'ai lu en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie a lu, que je ne présente plus mais si jamais en passant, bref, et qui était très chouette. Déjà je suis très fan du travail éditorial de Rajo sur cette série. Je trouve que ça fonctionne plutôt très bien et que ça met bien dans l'ambiance très douce du récit. Globalement, on va suivre le personnage de Shiori qui est une princesse puisque c'est la fille de l'empereur de Kiata, qui a 6 frères, c'est la seule fille de ses 7 enfants et une belle-mère avec laquelle elle a une relation un petit peu difficile qui ne va pas aller en s'arrangeant puisque par un concours de circonstances, elle découvre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir et sa fameuse belle-mère la maudit en lui retirant la parole sous peine de tuer un de ses frères à chaque mot qu'elle prononcerait. Les 10 frères étant transformés en grues dans la manœuvre, va s'en suivre un certain nombre de péripéties pour Shiori qui va essayer de rompre cette malédiction et de revenir au palais où elle a été chassée. Alors c'était une très bonne lecture mais c'était pas couru d'avance initialement. Je pense que Lucie comme moi avons eu un petit peu de mal à nous plonger dans cette lecture. C'était pas tout à fait ce qu'on en attendait de prime abord. C'était déjà beaucoup plus jeunesse que ce que je croyais. Je pensais que c'était plutôt du young adult et à mon sens on est vraiment sur du très young adult, voire plutôt du jeunesse middle grade. Donc déjà, voilà, sur la tranche d'âge, c'était un petit peu perturbant et sur l'enchaînement des péripéties, sur le rythme du récit, c'était pas forcément non plus ce à quoi je m'attendais. Cela dit, ça se lit très vite et c'est plutôt très agréable, très fluide. De même, et je pense que c'est inhérent à la tranche d'âge, le personnage de Shuri, qui est censé avoir 16 ans, était peut-être un petit peu moins mature que ce à quoi je m'attendais et de même dans son rôle de princesse, pas forcément hyper réaliste, mais c'est un écueil qu'on pardonne un petit peu plus facilement à la littérature jeunesse, j'ai envie de vous dire. Et donc ouais, la première partie m'a fait un effet un petit peu bizarre, un peu rapide, un peu brouillon parfois, et peut-être un peu facile aussi, avec un magic system extrêmement soft, et une magie qui était étrangement très facile à apprendre. Et je pense qu'à partir du premier tiers, je me suis vraiment plongée dans l'histoire, j'ai accepté le principe de base finalement de la tranche d'âge, des personnages, etc. Et j'ai commencé à passer vraiment un très bon moment et à me prendre au jeu du récit et à apprécier voir se dérouler les péripéties devant moi tout simplement. Et ce qui finalement m'avait dérangé au début a, je pense, fait aussi que j'ai beaucoup apprécié mes lectures parce que c'était léger, parce que c'était doux, parce que ça se lisait très facilement et très agréablement et que j'avais envie finalement de continuer à suivre le personnage de Shuri dans ses aventures et voir où ça allait la mener. Et du coup j'ai fini par passer un très bon moment. C'était une réécriture d'un conte japonais il me semble, et dans une certaine mesure d'un conte occidental aussi. Il me semble que c'est 2 contes qui se ressemblent pas mal en tout cas. Et c'est vrai que du coup il y a vraiment ce côté très jeunesse du conte mais qui fonctionne très bien une fois qu'on l'a appréhendé. Et voilà, ça a été une lecture un petit peu difficile de prime abord mais finalement j'ai passé un très bon moment. Je me suis procuré le tome 2 à sa sortie en mars et pareil, Lucie était un petit peu réticente initialement de savoir si elle voulait continuer la saga ou non, mais je pense qu'on a toutes les deux le même avis final global et qu'on continuera et terminera cette duologie avec plaisir. D'autant que, petite précision qui fait toujours plaisir, il y a une romance qui s'initie dans ce premier tome qui était plutôt très positive, très chouette à suivre et qui fait beaucoup de bien dans les littératures jeunesse. Donc voilà, ça a le mérite d'être souligné. En tout cas, si comme moi, vous avez un petit peu de mal à démarrer ce récit,
essayez de persévérer un petit peu jusqu'au moins le premier tiers, comme ça se lit très vite, c'est pas un gros investissement en termes de temps et ça vaut le coup, je trouve, de donner une chance à cette histoire. Ensuite, j'ai enchaîné 2 livres audio de la même série dans l'espoir de la terminer, ce que j'ai réussi tranquillement à faire. J'ai donc lu Ladies Guide to Petticoat and Poetry de Mackenzie Lee, qui est le 2e tome de la série sur les enfants Montaigu, le premier tome étant Gentleman's Guide to Vice and Virtue, qui a été traduit en français, tout comme le 2e tome. Il ne me semble pas que le 3e et dernier tome de la trilogie soit sorti en français, mais bref. En ce qui concerne du coup ce tome 2, on va suivre Felicity, qui est la sœur de Monty que l'on suivait dans le premier volume, qui est un personnage un petit peu particulier puisque cette série se passe dans l'Angleterre du 19e, je dirais, c'est pas extrêmement précis à ce niveau-là, mais je pense qu'on peut se caler sur une époque victorienne à peu près. Et le personnage de Felicity n'est pas très friande de toutes les obligations et de toutes les restrictions qu'on impose aux femmes à cette époque. Typiquement, elle voudrait étudier la médecine, c'est sa grande passion dans la vie, c'est son objectif ultime. Sauf que c'est pas forcément quelque chose qui est fait par les femmes à l'époque victorienne. Donc on va surtout lui proposer le mariage et de se caler bien tranquillement dans une petite vie où elle va juste tenir sa maison et ne pas faire de vagues. Sauf que bien évidemment, elle ne l'entend pas de cette oreille et elle va partir à l'aventure, bien décidée de trouver quelqu'un qui veut bien lui apprendre la médecine. Déjà, gros point positif pour moi pour ce 2e tome, le personnage de Felicity qui est bien plus appréciable que celui de Monty dans le premier. Je pense que c'était le gros point noir du premier tome pour moi, parce que le personnage principal était vraiment absolument insupportable et extrêmement égoïste. C'est beaucoup mieux pour ce second tome. En plus, Felicity a un petit côté attachant du fait de son obsession pour la médecine et de son inadaptation sociale extrêmement importante. Ça peut donner des situations assez cocasses et globalement ça fonctionne très bien. C'est un personnage qui est plutôt attachant, d'autant plus que ça permet d'aborder un petit peu la difficulté d'être une femme dans ce type de société, surtout quand, comme Felicity, on a la détermination de dépasser un petit peu cette condition. Donc c'est des aspects que j'ai plutôt beaucoup appréciés, même si, pour modérer un petit peu mon propos, si Felicity était beaucoup plus attachante que Monty et bien moins égoïste que lui, elle l'était encore un petit peu, avec parfois des réactions pas toujours hyper agréables à suivre. Et dans l'ensemble, j'ai encore trouvé que les personnages secondaires étaient beaucoup plus attachants que le personnage principal. Je pense que c'est une malédiction pour cette série, définitivement, en tout cas à mon sens. Donc voilà, c'est toujours un petit peu mi-figue mi-raisin en ce qui concerne les personnages pour moi. Cela étant dit, ça restait une lecture agréable, pas prise de tête, ça s'est écouté très vite, c'est toujours très young adult, donc il y a des petites choses un petit peu clichés, mais qui dans l'ensemble fonctionnent bien et avec des représentations intéressantes. Typiquement ici, on va parler d'aromantisme et d'asexualité, ce que je trouve toujours très intéressant dans des récits à destination de la jeunesse ou des adolescents. Du coup voilà, c'est un récit qui est pas forcément hyper réaliste, je vous ai dit, en termes de temporalité, on sait pas trop où on est, et il y a des choses qui ne font pas forcément extrêmement historiques, et il y a toujours un petit côté fantastique qui plane sur le récit, qui est parfois un petit peu brutalement introduit, mais qui, cela dit, fonctionne plutôt pas mal. Et dans l'ensemble, encore une fois, j'ai passé un bon moment, c'était une bonne lecture, je l'ai davantage apprécié que le premier tome, et ça m'a donné envie de découvrir la suite, puisque j'ai enchaîné sur ma lancée avec le 3e et dernier volume, du coup, de la trilogie des enfants Montaigu, The Nobleman's Guide to Scandal and Shipwreck, qui va s'attacher au Benjamin de cette fratrie, dont je ne vous dévoilerai pas grand chose puisque c'est un petit peu spoilant si vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes. Toujours est-il que je pense que c'est mon préféré de ces 3 frères et sœurs, et je pense que c'est mon tome préféré aussi, de par notamment les thématiques abordées et encore une fois qui permettent une représentation très cool pour ce type de récit, ce type de littérature, puisqu'on va parler de troubles anxieux, d'anxiété généralisée, d'attaques de panique, de pensées intrusives, donc plein de représentations hyper intéressantes en matière de santé mentale, et qu'encore une fois on va pas beaucoup, je trouve, dans les récits jeunesse ou young adult, alors que c'est typiquement le public pour lequel ce serait hyper intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette de voir ça dans ce livre. J'ai trouvé que la relation amoureuse était extrêmement mignonne, davantage à mon sens que celle du premier tome. Il n'y en avait pas, vous vous en doutez bien, dans le second, même si certaines relations étaient très mignonnes également. Je pense que, encore une fois, ma préférence va à ce 3e volume en la matière. Et voilà, dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié le récit, et j'ai trouvé pour le coup que ce côté fantastique un peu étrange était bien mieux amené, bien mieux utilisé aussi, et faisait davantage sens du coup. Et j'ai trouvé certains passages extrêmement satisfaisants à écouter, d'autant plus que c'est typiquement un dernier tome de trilogie où tout va se mêler et on va avoir la satisfaction de plein de choses qui se sont préparées dans les tomes précédents. Donc voilà, globalement pour toutes ces raisons, j'ai beaucoup apprécié cette conclusion de série, et encore une fois, c'est mon tome préféré sans aucun doute, et je suis très contente d'être allée jusque là, parce qu'encore une fois, si je m'étais arrêtée au premier tome, ça aurait été un petit peu dommage au vu de l'avis un petit peu mitigé que j'en ai eu, et voilà, ça s'est vraiment bonifié avec les tomes.
Ce qui est très dommage, c'est que mon tome préféré est le seul à ne pas avoir encore été traduit en français. Je ne sais pas s'il le saura très honnêtement, puisque la sortie des 2 premiers date un petit peu, il me semble. Cela étant dit, c'est de la littérature young adult, donc ça reste très accessible en VO. Il est disponible, comme je le disais, en livre dur, avec un lecteur qui est plutôt très agréable et a un accent très compréhensible. Donc voilà, si vous voulez le tenter sous ce format-là, je pense que c'est tout à fait accessible, même si vous débutez en anglais. Et en tout cas, je suis ravie d'avoir terminé cette série et surtout de ne pas l'avoir fait traîner trop longtemps. Un autre livre que je ne peux pas vous montrer en physique, même si pour le coup, je l'ai lu en papier, tout simplement parce que je ne l'ai plus en ma possession, je l'ai donné à une amie, après ne pas l'avoir fini d'ailleurs, puisque ça a été malheureusement pour moi un abandon, et sans grande surprise, je vous en ai parlé, Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken aux éditions Les Trois Nornes, qui était l'explorer livre francophone du mois de mars et qui n'a pas du tout été une réussite pour moi, malheureusement, puisque je me suis arrêtée, je pense, autour du premier tiers, en tout cas passer les 220-250 premières pages, puisque je n'arrivais pas du tout à rentrer dans l'histoire, à m'intéresser aux enjeux, aux personnages. J'ai eu des difficultés relativement rapidement avec l'écriture que je trouvais pas forcément hyper facile d'accès, parfois un petit peu lourde et du coup pas très fluide à lire, d'autant plus que la pagination et la mise en page assez dense ne donnaient pas non plus l'impression d'avancer très rapidement dans le récit. J'ai eu un petit problème de rythme également parce que je trouvais ça extrêmement long. Alors je pense que ça s'explique par tous les facteurs que je viens de vous donner, mais même sans ça, je trouvais que les actions avaient du mal à s'enchaîner, que c'était un petit peu laborieux et il n'y avait pas grand chose qui me portait et qui me poussait à continuer ma lecture, ce qui est dommage parce que pour le coup le prologue, en tout cas le chapitre d'introduction qui fait miroiter une espèce de mythologie qui peut évoquer un petit peu les mythes celtes ou nordiques, était plutôt alléchant. J'ai eu du mal à comprendre comment il s'insérait dans le grand tout de l'histoire et ça m'a gêné un petit peu aussi dans la compréhension globale. De même que les très nombreux trigger warnings qui commencent d'ailleurs dès le premier chapitre, qui s'ouvre sur une scène extrêmement violente de viol, tout simplement sur des enfants, qui ne m'a pas semblé particulièrement justifiée, surtout au vu de la suite du récit, et c'est aussi une des difficultés que j'ai eues dans ma lecture. Je trouvais que c'était pas forcément cohérent avec l'univers qui, au-delà de ça, était pas forcément extrêmement sombre, ou en tout cas était peut-être faussement sombre, se voulait sombre avec voilà certaines scènes extrêmement violentes par-ci par-là, mais pour le reste, sinon, en dehors de ça, était plutôt assez classique en matière de fantasy. Et du coup, ce décalage entre cette violence et cet univers qui ne l'était pas tant a créé pour moi un espèce de manque de vraisemblance, de cohérence interne qui ne m'a pas non plus aidé à accrocher avec le dit univers. Donc voilà, je n'étais pas embarquée par l'histoire, par les enjeux, par les personnages que j'ai trouvé extrêmement lisses. Et dans l'ensemble, comme je vous disais, à 200 pages, je n'avais absolument aucune envie de lire la suite, de continuer ma lecture, et encore une fois ça me prenait énormément de temps à l'avancer, donc j'ai préféré m'arrêter là et ne pas prendre du temps sur une lecture qui ne m'enthousiasmait pas encore une fois. Donc voilà, c'est dommage, je pense que je suis largement passée à côté parce que j'avais vu de très bons retours sur cette lecture, notamment à l'occasion du PLIB où ce livre a concouru, je sais plus quand est-ce que c'était exactement, ça fait quelques années maintenant il me semble, donc a priori il a su trouver son public, mais clairement ce n'est pas moi. Cela étant dit, si ce livre vous intrigue, peut-être qu'il vous plaira davantage qu'à moi, et je vous invite bien évidemment à avoir des avis un petit peu plus positifs que le mien, voir s'il y a des choses qui peuvent vous intriguer davantage. Dans tous les cas, comme je le disais, il s'agit de l'explorer livre francophone du mois de mars, donc on va en reparler en live avec Lucie et Juliette sur YouTube. Ça se passe d'ailleurs normalement le jour où j'ai prévu de poster cette vidéo. Je vais voir comment ça se goupille. Si le live est déjà passé, je vous le mettrai en barre d'infos, et s'il n'est pas passé, je l'aurai programmé dans tous les cas, donc vous aurez également le lien pour être prévenu de celui-ci. Bref, on en reparle très vite. Sur une note beaucoup plus positive, on va finir par deux de mes meilleures lectures du mois de mars, qui ont encore une fois été des lectures communes et dont je vous ai déjà un petit peu parlé, notamment à l'occasion de mes tops du mois, mais également en Reels sur Instagram. La première n'étant autre que Deux délicieux enfants de Flore Vesco aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium, qui a été vraiment une excellente lecture, mais dont je ne suis absolument pas surprise étant donné que j'adore absolument tous les livres que j'ai lus de l'autrice, toutes les réécritures de contes que j'ai pu découvrir de Flore Vesco, la dernière en date étant D'or et d'oreiller, une réécriture de La princesse au petit pois que j'ai absolument adorée. J'étais très curieuse de découvrir celui-ci et je suis absolument ravie puisque la maison d'édition me l'a fait parvenir gratuitement en service presse un petit peu avant la sortie, donc j'ai pu le lire avant même qu'il sorte en librairie pour vous en reparler le plus vite possible, et j'en suis vraiment ravie. Ça a été, comme je le disais, une excellente lecture, une très chouette lecture commune encore une fois avec Lucie. On est ici sur une réécriture du Petit Pousset, qui est un conte que j'ai pas forcément vu beaucoup réécrit, ce qui est bien dommage parce que, comme le dit très bien l'autrice, c'est un conte extrêmement intéressant à plus d'un titre, et ça a vraiment été le cas pour moi dans cette lecture. C'est un roman choral à proprement parler, puisqu'on va suivre un éventail de personnages qui vont
raconter l'histoire de leur point de vue, et il y a vraiment ce côté chant, je trouve, ou en tout cas ce côté conte, narration et mise en abîme, où les différents protagonistes vont parfois s'adresser directement au lecteur, et on a vraiment ce côté de récit raconté, de ce conte conté qui fonctionne extrêmement bien, de même que tous les jeux de mots, double sens, expressions qui ponctuent le récit et qui rajoutent différents niveaux de lecture à la narration et à un style d'écriture que j'ai trouvé absolument formidable, tant il joue avec le fond et la forme, et qu'il construit progressivement une ambiance assez pesante, assez étrange, qui est très intelligemment mis en place, je trouve, mais qui est très perturbante globalement, et c'est un récit qui m'a déroutée à plus d'un titre et à plus d'un moment. Il y a plein de moments où je suis revenue un petit peu en arrière dans ma lecture pour voir si j'avais pas loupé quelque chose et s'il y avait pas eu des infos avant que j'avais loupé, et voilà, encore une fois, c'est très intelligemment fait parce qu'il y avait certains tout petits indices qui tout seul n'orientait pas forcément, mais qui, remis tous ensemble, bien évidemment, permettait de comprendre certains tenants et aboutissants. Globalement, j'ai été bien menée en bateau et c'était hyper agréable. J'ai beaucoup apprécié toutes les thématiques développées par l'autrice en termes notamment de société et d'injonctions sociales, notamment en ce qui concerne les critères de beauté, les règles de bienséance, etc. Globalement, tout ce qui se passe quand la société fait irruption là où initialement elle n'était pas. C'était absolument passionnant à voir et à suivre, même si encore une fois, pas toujours hyper confortable parce que ça touche à des thématiques qui ne le sont pas forcément non plus. Ça va parler de l'adolescence et de tout ce que ça peut impliquer en termes d'évolution, en termes de changement, qui ne sont pas toujours très agréables non plus, vous vous en doutez bien, et de questionnements sur soi-même, sur son corps, sur la sexualité, sur la sensualité, qui sont, je pense, des thématiques assez chères à l'autrice puisqu'elle les avait déjà développées dans D'or et d'oreiller. Et encore une fois, c'est hyper intéressant dans ce type de récit, plutôt à destination de la jeunesse ou des jeunes adolescents, et avec un traitement qui est intelligent, qui est original, qui est différent, et qui, je pense, peut amener à des discussions absolument passionnantes. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça a été une réussite, c'est un énorme coup de cœur, encore une fois, pour ce roman de Flore Vesco, que je continuerai à suivre avec grand plaisir. J'espère qu'elle continuera à nous faire des réécritures de contes d'aussi grande qualité, aussi originales et aussi intéressantes. Je ne peux que vous recommander extrêmement chaudement de découvrir ces titres, de découvrir ces autres réécritures de contes qui, encore une fois, traitent de sujets de société extrêmement intéressants pour tous les âges, mais notamment pour les adolescents, avec encore une fois un potentiel de discussion derrière hyper cool. Et le dernier livre de ces dernières lectures, encore une fois, je vous en ai déjà parlé à l'occasion de mes tops, c'était également une lecture commune qu'on a fait avec Lucie, et je vous ai également fait un Reels à son propos, Des mammouths à la porte de Niveau, qui est le 4e tome des archives des collines chantantes, aux éditions La Talente, qui est très joli, comme toujours, dans un petit hardback velouté, fort sympathique. J'aime vraiment beaucoup cette police d'écriture métallisée, je trouve que c'est du plus bel effet. Et bien évidemment, le fond est au moins aussi bon que la forme, puisque j'ai adoré cette lecture encore une fois. J'aime beaucoup les archives des collines chantantes, c'est vraiment une saga de fantasy que je trouve extrêmement originale dans sa construction, dans sa narration, dans ses personnages, dans les thématiques qu'elle aborde encore une fois, et dans son rythme qui est très différent des romans de fantasy classiques, déjà parce que ce sont de toutes petites novellas à chaque fois, et qu'on est assez loin des grandes aventures, des combats à l'épée, des quêtes de dragons et ce genre de choses. On va toucher à des thématiques un petit peu plus floues et parfois beaucoup plus intimes, comme c'est le cas dans ce 4e tome qui est, à mon sens, le plus intime de la série pour l'instant. On va aborder notamment un certain nombre de changements et de tout ce qu'ils vont impliquer, notamment en ce qui concerne le deuil, puisque c'est un petit peu le point central de ce récit à mon sens, et de tous les sentiments qui vont avec en termes de culpabilité, de rancœur, de chagrin, de colère, de changement, encore une fois, avec la question du renouveau, de la naissance, mais également des souvenirs, qui est pour le coup, je pense, le gros point central de la série de manière générale, puisqu'elle se concentre sur les histoires qu'on raconte à propos de personnes, de personnages, et ce que font ces histoires à ces personnages, et est-ce qu'elles suffisent finalement à connaître ceux-ci, et est-ce qu'elles permettent vraiment de les appréhender dans toute leur complexité. Un sujet que je trouve absolument passionnant et très bien traité, encore une fois, dans la série, et d'autant plus dans ce tome-ci où elle vient se mêler, comme je vous le disais, à tout un panel d'émotions et de réactions, et voilà, comment accepter tout ça et aller de l'avant finalement. C'est une narration qui est toujours un petit peu particulière, et c'est ce qui fait un petit peu le sel, encore une fois, de cette série à mon sens. Cela dit, elle est peut-être un petit peu plus classique que dans les tomes précédents, avec notamment un petit peu moins de mise en abîme, mais ça reste toujours très cool, et c'est un procédé narratif que, dans tous les cas, j'affectionne particulièrement. C'est également l'occasion de découvrir enfin l'abbaye des collines chantantes et de suivre l'Adelphe Chi dans son habitat naturel et de le voir évoluer avec les autres adelphes, ce que j'ai trouvé très chouette. Et c'est aussi un petit peu, dans un certain sens un peu bizarre, une histoire de fantôme pas comme les autres, et qui va poser la question des souvenirs d'une façon très différente. Ça a réussi à me tirer quelques larmes, c'était très touchant à plus d'un titre et à plus d'un moment.
Et encore une fois, c'était une excellente lecture, une très très chouette lecture commune, un très très bon moment globalement. Je ne peux bien évidemment que vous recommander l'intégralité de cette saga extrêmement chaudement. C'est très particulier, je sais que certaines ont eu un petit peu de mal à accrocher, notamment au premier tome qui, pour le coup, est très déroutant en matière de narration. C'est beaucoup moins le cas de celui-ci, encore une fois. Mais voilà, ça reste une série très différente par plein d'aspects et qui très probablement ne conviendra pas à tout le monde. Cela étant dit, si vous voulez tenter l'expérience, je vous la recommande chaudement et je serai très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez fait de chouettes découvertes ces derniers temps. Je suis bien évidemment toujours preneuse de vos recommandations. Je vais tâcher d'être un petit peu mieux organisée pour les prochaines dernières lectures, notamment en avril, histoire de ne pas continuer à accumuler du retard tout simplement. Mais je ne promets rien, on va voir comment ça se goupille et si j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire en temps et en heure. Bref, je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours, tout votre soutien globalement. Merci pour tous nos échanges sur Instagram et sur Discord où j'essaye, bon gré mal gré, d'être un petit peu plus présente et où c'est vraiment hyper cool d'échanger avec vous de façon un petit peu plus instantanée. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. On a dépassé les 1900 abonnés, ce qui est absolument incroyable. Donc merci énormément pour tout ça. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.